Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, la France a entériné ce qu'elle appelle la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Longtemps dénoncé par ses opposants comme colonialiste, l'ancienne monnaie doit désormais faire place à l'éco. Le bracelet électronique en guise de détention, c'est l'option choisie par le gouvernement sénégalais pour alléger le système carcéral. Mais le Parlement aura son mot à dire. Dossier Covid-19, les Gabonais améliorent leur technique de réanimation aidée par la France. Ailleurs, les autorités veillent à la prévention de nouvelles flambées pendant la période de déconfinement. Bonsoir à tous. La France a entériné officiellement la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler l'éco en Afrique de l'Ouest, mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique à un moment où le continent est frappé par la crise du nouveau coronavirus. Le projet de loi a été adopté mercredi en Conseil des ministres en France, un texte très attendu par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine. L'éco aura désormais une parité fixe avec l'euro et cela marque ainsi la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Plus de détails avec Blanche Sanou. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Avant l'annonce de la fin du franc CFA, 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'étaient mis d'accord pour lancer une monnaie commune en 2020 qui sera appelée également ECO. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Ces États ont engagé les négociations sur la réforme tout au long du second semestre 2019. Le 21 décembre dernier, les pays membres de l'UEMOA et la France s'étaient réunis lors d'un sommet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Le projet de loi apporte ainsi la ratification en droit français de la transformation de cette monnaie, souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. Concrètement, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest devront désormais décider si cette nouvelle monnaie s'appelle ECO comme prévu initialement. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français, obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. Il faut noter aussi que la réforme ne concerne pas pour l'instant les 6 pays d'Afrique centrale qui utilisent toujours le franc CFA. Au Burundi, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a appelé ce jeudi la population à la patience pour la publication des résultats des élections générales de la veille, notamment une présidentielle disputée sans le sortant Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005. S'adressant aux gens qui s'impatientent, le président de la CENI a déclaré que cela va prendre du temps en expliquant que la commission électorale entendait publier simultanément lundi les résultats des élections présidentielles, législatives et communales. Le bracelet électronique à la place de la détention, le gouvernement sénégalais a approuvé le projet qui a pour but de désengorger les prisons du pays. Selon un communiqué du gouvernement, le Conseil des ministres a en effet validé hier une modification des textes pour permettre le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines
et introduit l'assignation à résidence avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. Cette modification doit encore être approuvée par le Parlement, d'après un responsable du ministère de la Justice. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Gabon, de nombreux médecins sont en train d'être formés par des militaires français. Cela se passe à Libreville et c'est le fruit de la coopération militaire entre le Gabon et la France. Cette formation porte notamment sur les techniques de réanimation spécifiques au nouveau coronavirus. Pendant ce temps, le Kenya a, lui, décidé de renforcer ses tests de nouveau coronavirus à l'endroit des agents de santé de première ligne. Ceux-ci sont soumis à des dépistages massifs ordonnés par le ministère de la Santé. En Afrique du Sud, l'ONG Door of Hope, porte de l'espoir, s'inquiète du nombre croissant d'abandons de bébés à Johannesburg. Depuis le début du confinement, fin mars, 7 nouveaux bébés ont été accueillis et il reste peu ou plus de place pour de nouveaux arrivants. Chaque jour, en Afrique de l'Est, des centaines de camions poids lourds partent des principaux ports du Kenya et de la Tanzanie pour livrer leurs marchandises dans l'ensemble de la région. Leur travail procure des vivres essentiels aux populations, mais il alimente également les craintes des autorités sanitaires qui redoutent que les chauffeurs routiers deviennent des vecteurs de propagation du nouveau coronavirus. Plus de précisions avec Dili Diko. Alors que la plupart des pays de la région ont restreint les déplacements pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, les routiers est-africains font partie des rares personnes à pouvoir circuler afin de livrer leurs marchandises, parmi lesquelles des produits de première nécessité. Mais aux frontières ainsi qu'aux nombreux stops, les tests administrés aux routiers révèlent parmi eux un nombre de cas élevés de coronavirus. Une situation qui met en lumière les risques de propagation du virus à travers la région. De plus en plus de tests sont effectués. Il y a beaucoup de points de contrôle tenus par la police et les agents de santé. Ils sont là pour prendre la température des chauffeurs et détecter si quelqu'un a été infecté par cette maladie. Les camionneurs affirment que des contrôles médicaux sont faits à chaque arrêt. Désormais, lorsque nous atteignons une nouvelle ville, ils prennent notre température. Vous devez vous arrêter et vous y prêter. Virus, virus, virus. Le virus est partout. Tout au long de leur périple, depuis les ports de Mombasa et de Dar es Salaam, ils vont vers l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo et se côtoient aux douanes et au contrôle de pesage des camions. Ces gadgets sont aussi là pour leur montrer où se trouve le camion et par quelle ville les marchandises sont passées. Avec ces nouvelles mesures visant à freiner la propagation du Covid-19, les camionneurs est-africains se sentent traqués et stigmatisés par les autorités ainsi que les populations. Ça me brise le cœur de savoir que beaucoup d'Ougandais nous voient comme des vecteurs de la maladie et pensent que nous avons amené le coronavirus des ports kényans. Nous avons peur car partout où l'on va, les gens crient « Corona, Corona ». À cause de leur mobilité, les chauffeurs routiers sont considérés comme un groupe à risque. Ils sont très souvent au contact de personnes de différents milieux et de différentes régions. Les autorités sanitaires insistent sur le fait que le traçage des contacts est primordial pour prévenir les contagions multiples. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est exprimé mardi à la télévision nationale à la veille de la fête de la réunification des partis anglophones et francophones du pays, célébrée chaque 20 mai. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du nouveau coronavirus, les populations s'attendaient à des mesures sociales pour soulager leurs difficultés financières, comme cela a été le cas dans d'autres pays à travers le monde. Mais le président... Lumière pour tout le monde. En Côte d'Ivoire, on a dit qu'on aiderait les couches sociales les plus défavorisées. Au Bénin, au Togo, on a parlé de distribuer de l'argent. Et en Afrique du Sud, on parle
de distribuer des sous aussi. Donc les gens s'attendaient à ce que le président vienne dire que voilà, les entreprises ne paieront peut-être pas d'impôts cette année, qu'il y aurait un bail-out qu'on ferait sur les sociétés privées, ou alors qu'on ferait du cash disbursement pour les personnes qui vivent dans la société, les petits vendeurs et tout ça. Mais le président Biya n'est pas allé dans ce sens. Il a juste confirmé les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir des moratoires sur le paiement d'impôts, le remboursement rapide de la TVA qui était prévu au budget, le renforcement du système sanitaire, le renforcement des centres de prise en charge Covid. Alors, c'est un sentiment de goût inachevé, mais aussi, je pense, parce que les médias locaux ont fortement poussé sur le type d'attente qu'on pouvait avoir de l'intervention du président. Parce que nous, on pense, nous qui analysons au niveau de l'agence Ecofin, nous pensons, nous, quand on regarde toutes les mesures qui ont été annoncées dans la plupart des pays africains, qu'ils sont à la limite difficilement, comment on dit, sustainable, durables dans le temps. Voilà. Ils sont difficilement durables dans le temps parce qu'effectivement, l'approche camerounaise, on peut la critiquer sur le court terme, mais elle semble être plus réaliste. Le pays a aujourd'hui 7,4 mois d'importation en termes de réserves de change et ces produits d'exportation, notamment le pétrole, le tourisme, le cacao, le café, connaissent des petits défis sur le marché mondial. Donc, si le pays rentre dans des grandes annonces d'envergure, ça risque d'être difficile de financer sur le moyen terme. Donc, je pense qu'il faut plutôt lire ça comme un acte de prudence où, plutôt que de sortir le bazooka de l'intervention budgétaire, on sort une espèce de soutien par dose homéopathique. Et je pense que sur ce plan-là, il est intéressant de dire aux Camerounais qu'il vaut mieux être patient plutôt que de se verser rapidement dans des grandes annonces sans visibilité sur le long terme. Médecins sans frontières s'est alarmé jeudi de la catastrophe en cours au Yémen où la pandémie de nouveau coronavirus se propage faute de moyens humains et de matériel dans un pays ravagé par 5 ans de guerre. MSF a lancé un appel urgent aux Nations Unies et aux pays donataires pour faire plus et le faire de toute urgence. Les personnels soignants dans le pays doivent être payés, pourvus à un équipement de protection individuelle et les centres de traitement doivent s'approvisionner en respirateurs. MSF affirme que 173 patients ont été admis dans son centre et au moins 68 sont décédés au cours des premières semaines du mois de mai. On reste dans la région, dans l'est de la Syrie. Les autorités de la région d'Al-Saga, soutenues par les États-Unis, disent se préparer à une éventuelle épidémie de coronavirus, notamment dans un camp de réfugiés d'Al-Hol où des milliers de familles du groupe État islamique sont détenues. Les dites autorités tirent d'autant plus la sonnette d'alarme car certaines femmes du groupe rejettent les mesures de protection pour raisons religieuses. Reportage de Zana Omer, le récit est de Mohamedou Oumfa. Les responsables kurdes en charge du camp d'Al-Hol y ont prescrit des mesures de protection strictes pour empêcher la survenue du nouveau coronavirus. Ces autorités affirment cependant que, parmi les milliers de familles de Daesh présentes dans le camp, certaines femmes défient leurs ordres, affirmant que le virus fait partie de la colère de Dieu contre les infidèles. Nous avons lancé de nombreux appels à des organisations internationales pour nous aider à sécuriser le camp d'Al-Hol, mais leur réponse est très lente et nous prenons du retard dans la stratégie de protection du camp. Environ 100 000 réfugiés repartis dans 10 camps vivent dans le nord-est de la Syrie. Le camp d'Al-Hol accueille à lui seul 70 000 réfugiés, dont des milliers de détenus du groupe État islamique. Le manque d'infrastructures médicales expose le camp à un risque élevé de Covid-19. Il nous faut urgemment plus de médicaments et d'unités de soins ambulatoires. Nous avons 2 unités d'urgence. Il est prévu de créer une section d'isolement. La Syrie compte actuellement une 50aine de cas confirmés de Covid-19
avec au moins 3 décès, dont un enregistré dans la région du nord-est où se trouve le camp de réfugiés d'Al-Hol. Le cyclone Amphan a fait au moins une centaine de morts en Inde et au Bangladesh selon un bilan provisoire. Des centaines de villages ont été inondés et 10 millions de personnes sont sans électricité. Le cyclone a atteint hier le sud de Calcutta avec des vents de 165 km/h et des pluies diluviennes. En Inde, il a ravagé le littoral du Bengale occidental, balayant des milliers de maisons et causant plusieurs autres dégâts matériels importants. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, c'est sur VOA. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Lydon, de retour avec vous. Dans le cadre de notre série quotidienne, à quand la reprise, nous allons ce soir au Tchad. C'est la reprise pour plusieurs pays du continent, mais un confinement prolongé pour d'autres. L'effet de plusieurs semaines de pandémie se fait sentir, surtout en cette période de fin du Ramadan. Suivons le témoignage d'une jeune couturière tchadienne. Antaga Salomé a du mal à joindre les deux bouts et demande au gouvernement de lui prêter main forte. Avant, là, j'avais des clients. Chaque fin de mois, je reçois des étoffes. Le début de mois, je reçois aussi des étoffes. Maintenant que le coronavirus est entré, et je n'avais pas de clients comme avant. J'avais évité des attroupements à l'atelier. Nous avons aussi respecté la loi que le gouvernement a appliquée. Non, je n'ai pas reçu l'aide pendant la crise. Je me débrouillais seule. Ils ont venu prendre les noms, mais je n'ai rien reçu par de l'aide. On est vers la fin de Covid. Après la Covid, là, je dois commencer le travail comme avant, la crise n'était pas. Et je vais commencer aussi à recevoir des clients comme avant que la crise n'était pas. Et nous retrouvons tout de suite Mohamedou Oumfa dans le cadre de notre segment santé présenté tous les jeudis. Bonsoir Oumfa.
Salut John, ce jeudi, j'ai choisi de m'intéresser aux polémiques sur les tests de dépistage du nouveau coronavirus. Ces tests ont récemment fait polémique à Madagascar, au Sénégal et en Tanzanie. En Tanzanie, c'est le président de la République, John Magufuli, qui a remis en question la fiabilité des 10 tests en affirmant qu'il avait fait tester secrètement par le laboratoire national de son pays une papaye, une caille et une chèvre et que ces tests s'étaient révélés positifs. Au Sénégal et à Madagascar, ce sont les instituts Pasteur de ces pays qui sont sous le feu des critiques. À Madagascar, le 6 mai dernier, le Centre opérationnel de commandement de la Covid-19, un organisme gouvernemental, et l'OMS, qui se basait sur les données communiquées par l'Institut Pasteur, ont communiqué des chiffres différents de nouveaux cas positifs. 5 selon le gouvernement contre 67 pour l'OMS. De nouveaux prélèvements sur les personnes testées et de nouveaux tests ont révélé que 50 cas déclarés positifs étaient en fait négatifs. Situation presque similaire à Dakar où des tests effectués sur des personnels soignants qui avaient été déclarés positifs sont revenus négatifs après un second essai. À Madagascar, l'Institut Pasteur a réagi en affirmant que les échantillons sains ont pu être accidentellement contaminés sans que l'on sache à quel moment, avant ou après leur arrivée à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur ne réalisant pas les prélèvements et n'ayant pas de responsabilité dans le transport des échantillons. Alors, que faut-il comprendre de toutes ces polémiques? Nous avons recueilli l'avis d'un médecin de santé publique sur la question. Regardez. Soit les tests sont défectueux et il n'est pas improbable que dans un lot reçu, il y ait des défections, y compris parce que les tests disponibles aujourd'hui sur le marché ne sont pas tous homologués par qui de droit. Soit également, les échantillons ont subi des éventuelles contaminations avant ou pendant les tests, ce qui devrait être efficace pour les gouvernements qui mettent en doute l'intégrité des services privés. Ce serait d'avoir leur propre laboratoire au sein des hôpitaux publics et dans cette configuration, les tests seraient faits directement après prélèvement du patient et on ne pourra plus invoquer la contamination pendant le transport d'une part et d'autre part, le problème de confiance relatif à la manipulation des chiffres serait tout aussi résolu car les différents États feront plus confiance à leurs agents qu'aux services privés qu'ils contractent aujourd'hui. Dans une crise sanitaire comme celle de la Covid-19 et dans un contexte où circulent tant de théories conspirationnistes, de telles polémiques peuvent provoquer une rupture de confiance entre les populations et les acteurs de la lutte contre la pandémie. Hommes politiques, médecins, gouvernements, institutions privées ont donc chacun un rôle à jouer pour maintenir la sérénité dans ce combat. Voilà John pour notre chronique santé de ce jeudi. Parlons à présent de littérature, plus précisément de la difficulté pour les lecteurs d'accéder à leurs livres préférés en Afrique du Sud, toujours à cause du confinement national. La mise en quarantaine des principales villes sud-africaines avait entraîné la fermeture des librairies. Grâce à l'assouplissement des mesures de restriction, les livres sont enfin à nouveau disponibles à la vente. Mais dans la plupart des grandes villes du pays, y a-t-il encore de l'engouement pour la lecture? C'est ce qu'a voulu savoir Anita Powell, qui nous amène dans un voyage littéraire à travers la ville de Johannesburg. Le récit est signé Thierry Kaoré. Les hôpitaux sud-africains subissent la pression de la pandémie du Covid-19. Le pays s'attend même à une prochaine vague des cas de la maladie avec un pic vers le mois de septembre. Dans le même temps, ces hôpitaux doivent faire face au VIH-Sida. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus affectés au monde, avec au moins 7,7 millions de séropositifs. Grâce à ces guichets, l'interaction entre le patient et le personnel hospitalier est réduite et très minime. Elle est plus ou moins virtuelle du point de vue du patient, car elle se fait via un lien audiovisuel. Comment, dans ce contexte de Covid-19 où le confinement et la distanciation physique sont devenus la règle, les personnes sous antirétroviraux parviennent-elles à suivre leur traitement? Certains patients n'ont pas d'autre choix que de faire la queue dans les circuits hospitaliers habituels. Mais une ONG leur propose une alternative. Il s'agit de Right to Care. Depuis 2018, cette ONG travaille sur une chaîne de distribution innovante des médicaments à travers des guichets automatiques
similaires à ceux des banques. Dans un moment comme celui-ci, il est important de décanter les hôpitaux qui sont assez surchargés pour faire place aux victimes de la pandémie. Le projet est mis en œuvre dans 5 villes sud-africaines, villes à forte densité de population, dont Johannesburg et Bloemfontein. La plupart des guichets se trouvent dans des centres commerciaux, ce qui permet aux patients de s'offrir leurs médicaments pendant qu'ils achètent d'autres produits de première nécessité. Il y a une augmentation rapide du nombre de patients qui sollicitent nos services. L'une des principales raisons à cela est que nos guichets sont situés dans des centres commerciaux. Ici, pendant le confinement, les patients peuvent se procurer leurs médicaments parallèlement à leurs achats mensuels ou hebdomadaires. Et aussi, nos guichets fonctionnent tous les jours, soit 80 heures de plus par mois que les établissements publics de santé. Même si le projet vise essentiellement les personnes vivant avec le VIH, ses promoteurs affirment qu'il a aussi un impact positif dans la lutte contre le Covid-19. Parlons à présent de littérature, plus précisément de la difficulté pour les lecteurs d'accéder à leurs livres préférés en Afrique du Sud, toujours à cause du confinement national. La mise en quarantaine des principales villes sud-africaines avait entraîné la fermeture des librairies. Grâce à l'assouplissement des mesures de restriction, les livres sont enfin à nouveau disponibles à la vente. Mais dans la plupart des grandes villes du pays, y a-t-il encore de l'engouement pour la lecture? C'est ce qu'a voulu savoir Anita Powell, qui nous amène dans un voyage littéraire à travers la ville de Johannesburg. Le récit est signé Thierry Kaoré. Il était une fois, le journaliste et écrivain Griffin C. s'est lancé dans son rêve d'ouvrir une librairie au centre-ville de Johannesburg. Puis vient l'intrigue. Un virus mortel est devenu une pandémie mondiale. Des millions de personnes sont tombées malades dans le monde, des centaines de milliers sont mortes. L'Afrique du Sud a annoncé un confinement général de 35 jours pour limiter la propagation du virus. Toutes les entreprises non essentielles ont dû fermer, y compris la librairie de C. Johannesburg, la ville minière fondée en raison de son énorme filon d'or souterrain, aime raconter son histoire sur elle-même. Nous disons que c'est une ville en mouvement où les habitants n'ont pas le temps de s'arrêter pour prendre quelque chose d'aussi ordinaire qu'un livre, ce qui n'est pas du tout vrai selon Griffin C. Nous avons 12 libraires à un bloc du magasin. Alors quand les gens sont venus me voir et m'ont demandé « Pourquoi ouvrez-vous une librairie dans le CBC? Personne ne lit là-bas. » Le défi était « Comment vais-je rivaliser avec toutes ces autres libraires? Comment allons-nous nous différencier ?» Des études internationales confirment que Johannesburg est une ville du livre. Il y a ce rapport culturel sur les villes du monde. Il s'agit de savoir combien de salles de ciné avez-vous, combien de bibliothèques, combien de librairies. Et la dernière fois que Johannesburg a participé, nous avions en fait plus de librairies que presque toutes les autres villes étudiées. Nous en avions un peu moins que Paris, mais nous ne nous racontons pas cette histoire. Maintenant que l'Afrique du Sud commence à assouplir progressivement les mesures de confinement, le gouvernement dit que les livres ayant une valeur éducative sont autorisés à la vente. La plupart des librairies, y compris celles de C, ont une vision très libérale là-dessus, arguant que tous les livres ont une valeur éducative. Sur le plan émotionnel, les livres sont importants sur les plans psychologiques, éducatifs et culturels. Vous savez, pour la communauté de langue africaine, il y a aussi un grand changement, en particulier pour les jeunes qui essaient de lire dans leur propre langue. Si dit qu'il n'a eu aucun problème avec la police depuis qu'il a relancé les ventes sur Internet cette semaine. Quelques agents sont passés, ont vérifié ses précautions d'hygiène et ont ensuite acheté des livres. L'industrie de l'édition sud-africaine est la plus développée du continent. Mais même cela, beaucoup de ces sorties ne quittent pas les côtes africaines. En vous souhaitant bonne lecture, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée.
Plugged In.